Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à explorer et à découvrir son environnement. Cet intérêt sans limite lui a permis de couvrir la plupart du territoire terrestre, et ce, jusqu'aux endroits les plus hostiles. Il a entrepris de lointaines expéditions pour trouver des terres nouvelles, des continents encore vierges, où il est entré en contact avec des civilisations inconnues. À l'image d'un enfant toujours en soif de savoir, il n'a cessé d'extraire des éléments de réponse à ces questionnements fondamentaux. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? L'exploration spatiale s'apparente aux grandes découvertes géographiques et à cette intarissable soif de rencontrer de nouveaux territoires. L'univers détient d'insondables mystères. C'est grâce aux civilisations antérieures que la connaissance de notre univers a pu être approfondie et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Voir loin, c'est voyager dans le temps. Voir l'infiniment grand demande une précision importante que l'œil ne possède pas. Nous avons donc dû inventer des moyens élaborés d'observation. Le télescope permet d'accroître la luminosité ainsi que la taille apparente des objets à observer. Grâce à une progression simultanée du monde de la recherche et de l'industrie, de nouvelles technologies ont vu le jour. Depuis 2002, un prototype d'hypertélescope est en construction à l'Observatoire de Haute-Provence, lieu où a été découverte de manière indirecte la première exoplanète, 51 Pégase B, avec le télescope 193. J'ai voulu au départ reprendre le travail qu'avait commencé un grand pionnier qui s'appelait Michelson, qui dans les années 1920 était venu en France, avait travaillé dans un labo en France avec le laboratoire du professeur Fizeau, qui déjà s'intéressait un petit peu à l'interférométrie à l'époque. J'ai commencé par construire un système avec 2 petits télescopes spéciaux très rigides que j'ai installés sur la colline de l'observatoire de Nice, là-bas, espacé de 12 mètres. J'ai réussi à recombiner la lumière captée par ces 2 télescopes sur une étoile brillante et à faire des interférences avec, ce qui m'a donné des informations précieuses sur l'étoile, en particulier son diamètre. Et nous avons voulu construire des télescopes de 1,50 m pour pouvoir regarder des étoiles moins lumineuses. Ça a été la construction de ce système où vous avez ces 2 grosses boules à gauche qui sont 2 télescopes de 1,50 m sur des rails qui permettent de varier leur distance. Et dans le bâtiment, on fait interférer les 2 rayons de lumière et on obtient une information extrêmement riche. Alors cet instrument a fonctionné jusque ces dernières années et a inspiré l'Observatoire européen austral, qui est une puissante organisation, qui a construit au Chili 4 télescopes de 8 mètres. Ils ont bien voulu se laisser convaincre qu'il fallait, avec ces 4 télescopes de 8 mètres, aussi faire de l'interférométrie, combiner les faisceaux, ce qu'ils ont fait et ce qui donne depuis quelques années des très très bons résultats, au point que pour la première fois depuis un siècle, l'astronomie européenne a dépassé en cela l'astronomie américaine. Allons à Saint-Michel-l'Observatoire, lieu de développement du prototype d'hypertélescope Carlina. C'est très difficile avec des télescopes indépendants comme ça de relier beaucoup de télescopes. Et donc la capacité d'imagerie de ces interféromètres reste limitée. C'est très compliqué de reconstruire des images avec ces interféromètres. On arrive à mesurer des diamètres d'étoiles ou à contraindre la forme des objets qu'on observe, mais reconstruire de véritables images, on reste limité. Et pour pouvoir reconstruire de véritables images, il faut plus de télescopes. Il faut augmenter le nombre de télescopes. Et c'est là où Carlina est intéressant, parce que dans le concept de Carlina, où finalement on a une architecture optique qui ressemble à la fois à un interféromètre et à la fois à un télescope classique, on peut mettre beaucoup de miroirs. On peut vite imaginer un système qui fonctionnerait avec des dizaines, voire des centaines
centaines ou des milliers de miroirs. Et on a validé déjà ce concept d'un télescope finalement à câble, où on suit une étoile avec une nacelle suspendue sous des câbles. Ce n'était pas quelque chose forcément d'évident au départ et ça fonctionne vraiment très bien. Quand j'étais adolescent, j'aimais bien faire la mécanique, je bricolais ma mobilette, ma moto, je prenais des moteurs de R5 et des châssis de R5, je transformais ça en buggy 4x4, enfin ça m'amusait beaucoup. Puis j'ai été remarqué par Antoine Labéry qui a remarqué que je savais faire la mécanique. Il a essayé de me convaincre que dans les télescopes, dans les instruments astronomiques, il y avait aussi de la belle mécanique. Alors au début je ne croyais pas trop, pour moi un télescope c'est juste un tube avec un miroir au fond. Et non, effectivement, il y a vraiment de la belle mécanique dans les télescopes et comme dans beaucoup, je pense, d'instruments scientifiques. Et voilà comment on se retrouve à travailler sur des projets qui sont un peu de la science-fiction. Alors c'est aussi ça qui me plaît dans ce métier. Moi, quand j'étais gamin, j'étais fan de Star Wars et les sabres laser, tout ça, les vaisseaux spatiaux. Et maintenant, j'ai l'impression de faire la même chose, mais en vrai. Au début, je m'étais dit, je vais faire du cinéma, je vais faire des décors de films de science-fiction et tout ça. Mais je pense que ce qui m'aurait frustré dans ce domaine, c'est que c'est pas du vrai. Et là, alors évidemment, c'est beaucoup plus long, mais on arrive à faire du vrai. On a des vrais lasers, on a des vrais moteurs, des vraies électroniques, des vrais trucs robotisés. Et vraiment, c'est ça qui me plaît dans ce métier. Voilà, ça y est, on est bon. Ok. Ça, je le laisse peut-être se pendouiller là pour l'instant. On fera tout à l'heure. Ça, c'est l'analyse avec tous les câbles. Donc, ce qu'on voit aussi avec les interféromètres, c'est qu'on fait des kilomètres, on marche beaucoup. Alors ça, c'est vrai de manière générale, c'est vrai autant sur ce démonstrateur qu'en général avec l'interférométrie. On fait des centaines de mètres, voire des kilomètres dans la nuit. Donc nous voici au cœur de Carlina. On peut retrouver ici les 3 miroirs sphériques dont le but est de les faire épouser une grande sphère sphérique virtuelle de 70 mètres de rayon de courbure. Au centre de ces 3 miroirs, vous voyez la dalle en béton sur laquelle viendra se poser la table de métrologie. Et au-dessus de ces 3 miroirs, il y a donc 2 nacelles portées par un ballon à hélium. Une nacelle à 70 mètres, donc au centre de courbure de cette grande sphère. C'est la nacelle de métrologie. Et une autre nacelle, la nacelle focale, qui porte la caméra sur laquelle se forme l'image des étoiles. Nos miroirs primaires sont sphériques et non pas paraboliques comme sur un télescope classique. Sur un télescope classique, c'est l'ensemble du télescope qui bouge lorsque les objets célestes se déplacent, alors que là, nos miroirs sont fixes et la seule chose qui se déplace, c'est la nacelle focale. On collecte la lumière par 2 ou plus miroirs et on réunit les rayons de lumière. Ça produit des interférences de lumière, lesquelles portent une information sur les détails de l'étoile qu'on observe. Si vous passez près d'un étang ou d'une mare, ne ratez pas l'occasion de faire un petit essai. Vous prenez 2 pierres, vous les lancez en même temps dans l'eau, et chacune fait des cercles concentriques qui s'écartent à la surface de l'eau. Et vous voyez que les cercles de l'une et les cercles de l'autre se croisent. Et vous regardez de près ce qui se passe à cet endroit-là, et c'est très intéressant, parce que vous verrez apparaître, vous verrez que les vagues de l'une et les vagues de l'autre s'additionnent ou se soustraient. Et ça produit un effet qu'on appelle un effet d'interférence. Et la lumière, comme la lumière c'est une vibration aussi, comme les ondulations à la surface de l'eau, la lumière aussi peut produire des interférences et vous pouvez avoir de la lumière qui détruit de la lumière. Voilà, je vais m'arrêter là parce que de toute manière après il faut fermer la route pour pouvoir traverser. Voilà, sur Carlina on fait tout, même la circulation. C'est dommage, on ne met pas encore les PV parce que ça pourrait peut-être être une source de revenus, mais comme on n'a pas beaucoup d'argent dans la recherche. Maintenant, on est en train de valider toute l'architecture optomécanique de Carlina avec cette fois-ci donc une nacelle qui se trouve au-dessus de 3 miroirs espacés d'une dizaine de mètres. Donc on rentre dans le pas typique qu'on pourrait avoir d'un grand interféromètre dans le futur. On valide tout le système d'asservissement, de métrologie et de prise des images, avec comme objectif principal d'arriver à montrer que ce concept est très sensible, permettra de récupérer beaucoup de lumière et d'observer donc des objets faibles, plus faibles que ce qu'on arrive à faire d'habitude dans l'interférométrie, et également que la métrologie et la stabilité du sol nous permet donc d'avoir des images de grande qualité, quoi.
On démarre la manip ce soir. Derrière, il y a le ballon de Carlina, qui est un ballon d'une douzaine de mètres de long, hein, gonflé d'hélium, qui peut porter un peu plus de 80 kg de traction, qui au départ a été fait, en fait, a été dessiné il y a une dizaine d'années pour une petite boîte que j'avais montée, qui faisait des prises de vue aériennes pour des équipes de télé et de cinéma, un peu comme on fait ce soir. Et puis que j'ai utilisé ensuite pour cette manip d'interféromètre. Donc après on accroche le ballon, il est sur une remorque qui a été dessinée pour la manip. Et puis on va aller se promener jusqu'au champ sur lequel sont placés les miroirs. Puis là on a un treuil qui monte le ballon à un peu plus de 120 mètres d'altitude. Voilà, c'est bon, je pense. Là, nous sommes près de l'un des treuils d'asservissement du trépied de Carlina, qui est destiné à stabiliser ce que l'on appelle la nacelle de métrologie. Quand le ballon a une trop forte prise au vent, le câble peut être par exemple allongé par la force de traction du ballon, et à ce moment-là, le treuil compense en tirant sur le câble. Ces trois treuils rattrapent la longueur de trois câbles qui sont reliés en un point qu'on cherche à maintenir en position. Ce point est éclairé par une diode laser. On en a une ici, on en a une autre sur le deuxième cabanon, qui fait que lorsque notre point se déplace, il se déplace différemment sur les capteurs. Le capteur qui est ici et le capteur qui est à l'autre endroit. L'ensemble de l'asservissement est en fait fait appel à des calculs numériques qui sont faits dans une carte. Voilà, je voulais vous montrer cette carte qui contiendra tous les asservissements, tous les calculs et les algorithmes liés au déplacement à effectuer en fonction de la position des spots laser sur les capteurs.
La lumière provenant des miroirs rentre par un petit cône d'entrée dans le capot qui est ici, passe dans le correcteur d'aberration sphérique qui est constitué de 2 miroirs dont je vous parlerai tout à l'heure. Ensuite, il y a un densifieur de pupille qui est comment dirais-je, un accessoire optique qui permet de mieux concentrer la lumière par rapport aux interféromètres classiques. Et puis, il y a une caméra à comptage de photons, qui est une caméra à très haute sensibilité qui est capable de détecter s'il y a seulement quelques photons dans l'image. L'étape suivante après ce démonstrateur, qui doit se terminer autour de 2011-2012, l'étape suivante consisterait à construire un démonstrateur scientifique dans une vallée, dans un site de qualité moyenne au niveau des performances, de beau temps, de turbulences, etc. Dans les Alpes, c'est ce qu'on propose du moins à la communauté scientifique. Déjà, un tel démonstrateur scientifique permettra certainement de faire avancer la science et de faire de grandes découvertes. Après, évidemment, certainement qu'il s'en suivra d'autres interféromètres de ce type qui pourront se développer dans des sites plus exceptionnels avec des bases de plusieurs centaines de mètres éventuellement. Carlina, c'est un instrument qui va permettre de faire des images des systèmes planétaires autour des autres étoiles par des techniques plus ou moins complexes de coronographie en plus, etc. Mais des instruments comme ça nous permettront d'avoir une résolution spatiale sur le ciel, donc de voir des détails très très fins et de bien séparer la planète de l'étoile, parce qu'un système planétaire autour d'une étoile est très très éloigné, donc mettre un coronographe pour cacher la lumière de l'étoile et pouvoir voir le petit point de la planète. Et en tant qu'exobiologiste, ce qu'on va essayer de faire avec Carlina par exemple, c'est de faire la spectroscopie de la lumière émise ou réfléchie par la planète. Et on espère bien que d'ici 10, 15 ans ou 20 ans, ou peut-être 50 ans avec des Carlina spatiaux très, très grands, on sera capable de faire de la spectroscopie sur ces exoplanètes, sur ces exotères, et de détecter, par exemple, dans l'atmosphère de ces planètes, des molécules comme l'oxygène ou l'ozone, qui pour nous sont des molécules signatures de vie, de biosignature. Carlina est un projet ambitieux qui a tout pour devenir un télescope hors du commun. Il pourra peut-être un jour nous fournir les premières images d'exoplanètes, d'étoiles et de galaxies jamais observées auparavant. Grâce à la taille globale de ces petits miroirs, il pourra voir loin, comme aucun de ses prédécesseurs ne l'a jamais fait. Et qui sait, un jour, pourrons-nous observer la vie, où qu'elle soit dans l'univers. Une carline. Ah, voilà, avec les centaines de petites fleurs dans une grande fleur. C'est une sorte de chardon. Et alors nous avons donné le nom Carlina à notre projet d'hypertélescope, parce qu'en quelque sorte c'est des centaines de petits miroirs dans un grand miroir en l'honneur de cette fleur.